Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous retrouver au Palais des Congrès de Lomé et l'histoire vient de s'écrire. Le 9e congrès panafricain vient de s'ouvrir ici dans la capitale togolaise. Cela faisait plusieurs années qu'on attendait cet événement, mais surtout de nombreuses décennies qu'on attendait le retour du congrès panafricain. Rappelez qu'en 100 ans, nous n'en sommes qu'à la 9e édition et cela est un grand honneur et surtout impose un respect absolu au Togo et aux autorités togolaises pour avoir donné la possibilité à toutes les communautés noires du monde entier de pouvoir se retrouver ici à Lomé au Togo. Et sur ce plateau spécial de la chaîne panafricaine Afrique Média, nous avons le grand honneur de recevoir le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun qui est présent ici. Watogo ou Africa. Ou Watogo. Merci. Une véritable égérie du panafricanisme, l'une des images les plus fortes. Et vous êtes ici, on voit d'ailleurs une communauté de fans présents juste en face de ce plateau pour attendre que vous terminiez cet entretien. Merci à vous d'être là. Merci de tout cœur, Guy Mfondop. Je salue le grand peuple africain du Togo. Nous remercions chaleureusement les autorités togolaises et le ministère des Affaires étrangères du Togo d'héberger cette occasion extraordinaire pour les Africains de tous les continents de se parler. J'étais très heureux de voir les 3 grands ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ici parmi nous et une grande dame de l'Afrique du Sud, Madame Naledi Pandor, ministre des Affaires étrangères sud-africaine qui porte haut la cause des opprimés dans les institutions internationales. Je suis heureux de retrouver mon frère Kemayo ici. Justin Tagou, qui est toujours quelque part dans l'espace. Je suis heureux d'être au Togo. Akbel Okaka, parlons panafricanisme. Merci à vous. Et voilà, je ne te présente plus sur le plateau de la chaîne panafricaine. Alors merci également à toi d'être là sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir vraiment parce que nous parlons du panafricanisme sur le continent africain et nous le faisons sur une chaîne qui a non seulement la vocation mais qui a dans ses gènes le panafricanisme et je crois que la première chose à dire c'est merci à tous nos pères fondateurs qui ont permis à ce combat d'être lancé et surtout de nous motiver suffisamment pour que l'héritage qui nous a été transmis, que nous arrivions à le fructifier et à le transmettre aux générations d'après, afin qu'elles aillent beaucoup plus loin que le travail qui a été entamé par les pères fondateurs et que nous allons poursuivre naturellement. Merci aux téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Sentez-vous heureux d'être en direct de Lomé et de pouvoir vivre l'histoire sur les antennes de la chaîne panafricaine Afrique Média, celle-là même qui s'est levée autour des grands thèmes qui sont débattus ici, notamment le néo-panafricanisme qui s'est levé sur la question de la mémoire, sur la question des réparations. Et aujourd'hui, on rentre rapidement dans le vif du sujet, on a suivi le président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, qui est revenu avec 5 points majeurs qu'il considère comme étant les 5 points devant caractériser les travaux ici à Lomé. Il a parlé de l'urgence d'un renouveau panafricaniste en affirmant que le renouveau panafricain est une nécessité stratégique. Le monde change, l'ordre international se recompose et il est temps pour l'Afrique de surfer sur la vague de son identité et de son histoire pour trouver sa nouvelle place. Professeur Franklin Nyamsi, à vous la parole. Dites-nous ce que vous retenez de cette première assertion du président Faure Gnassingbé. Vous pouvez tenir le micro. Merci. Alors, l'intervention du président du Conseil, chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, est du point de vue géopolitique et géostratégique impeccable sur les 5 points qu'il a évoqués. Il est impossible de repositionner l'Afrique pour les générations actuelles et futures sans lui donner le poids géopolitique et géostratégique qu'elle mérite en raison de son potentiel démographique, de son potentiel économique, de son histoire longue, multimillénaire, de continent natif de l'homme. Sur ces 5 points, ce qu'il a en fait essayé de bien montrer, c'est qu'aucune intégration, aucun succès sur le plan national n'est aujourd'hui possible en Afrique sans des synergies sous-régionales, des synergies continentales, des synergies mondiales. Et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés? Nous sommes confrontés immédiatement au défi de la sécurité. L'Afrique est menacée de mort par un projet de déstabilisation qui a pour but de confisquer ses matières premières, ce qui a été fait pendant 600 ans de façon continue. La seconde menace, c'est la question de la gouvernance, c'est-à-dire la cohésion interne de nos nations, de nos États, l'osmose entre les institutions et les populations. Et la troisième menace, tout naturellement, c'est
la menace de disparition de la civilisation négro-africaine, la menace culturelle, la décérébration, eh bien l'assimilation à un mondialisme qui lui-même est sans visage, un mondialisme indifférencié, un mondialisme pervers. L'allocution du président du Conseil a le mérite de souligner ces points qui font consensus entre les panafricanistes de tous les pays. Et l'objectif précisément de cette rencontre était ainsi fixé. Moi, je voudrais ajouter, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, que nous devons considérer comme une nécessité la révolution du programme éducatif des citoyens africains. Dans le cadre de cet agenda panafricain, on doit allonger la mémoire de notre civilisation dans l'esprit de nos jeunes, de nos décideurs, de telle façon que chacun agissant ici se rende compte qu'il est héritier d'une civilisation multimillénaire et qu'il est responsable de l'avenir de nombreuses générations. Voilà pourquoi j'estime que tout honnête panafricaniste a sa place ici pour affirmer sa compréhension de cette vision et apporter sa contribution à une construction qui ne peut pas être individuelle, qui est nécessairement collective et qui suppose beaucoup d'humilité, qui suppose beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue. J'ai vu ici les représentants de la Colombie, représentants du Brésil, les représentants de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord qui étaient là. Toutes ces personnes qui représentent les communautés africaines dans le monde, elles méritent d'être rencontrées, d'être écoutées. J'ai vu ici les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui sont, on le sait très bien, les proches alliés de la République du Togo, hautement représentés. Il est impossible de se dire panafricaniste et de ne pas être ici, où se produit la parole qui oriente, qui anime, qui impulse et qui inspire toutes les politiques du continent. Je suis donc particulièrement fier d'être ici au Togo, à vos côtés vous tous, et d'avoir notamment conduit une délégation de l'Institut de l'Afrique des Libertés avec maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, qui sans doute parlera sur votre plateau tout à l'heure, une manière de marquer notre accord sur ce qui nous unit et de faire reculer ce qui nous divise. Merci, merci à vous, professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun ou Wa Togo, on peut le dire ainsi. Alors, Wa Africa tout court. Alors, Louis, je reviens avec vous sur le discours du président Faure Gnassingbé. Il a également évoqué pendant qu'il précisait autour des 5 points qui lui semblent être essentiels au cœur de ces échanges autour de la condition de la race noire sur Terre. Il a évoqué la nécessité d'avoir un panafricanisme capable d'agir dans un monde qui ne nous attendra pas. Et donc, un panafricanisme qui n'est pas un panafricanisme des mots, mais qui est un panafricanisme qui tranche et bâtit la position unique de l'Afrique sur des centres d'intérêt essentiels, notamment la gouvernance internationale avec les institutions notamment financières, dit-il, qui doivent être reformées et où l'Afrique a la possibilité aujourd'hui d'y peser de tout son poids, ayant été absent au départ de la formation de ces institutions-là. Vous, que retenez-vous sur ce point précis ? Je retiens qu'il y a énormément de lucidité dans le propos du président togolais, Faure Gnassingbé, parce qu'il fallait en avoir, fallait garder la tête froide pour exprimer de façon claire, sans besoin véritablement d'insulter ou de jeter des anathèmes, mais dire simplement les faits. Les faits, c'est que le monde tel qu'il est aujourd'hui, organisé et dirigé, s'est construit sans l'Afrique. C'est un monde dans lequel l'Afrique n'existait pas. Et si nous continuons aujourd'hui de travailler dans l'ordre mondial tel qu'il existe, nous excluons l'Afrique. Et nous ne tenons pas compte du fait qu'il y a de nouveaux blocs de dynamisme qui sont nés. Même au sein de la CEDEAO, qui a besoin d'être consolidée, on a l'AES qui est née, l'Alliance des États du Sahel, et ce sont des réalités qui doivent être prises en compte. Et je pense que l'une des choses aussi qu'on n'a pas suffisamment exprimées, c'est que l'Afrique a besoin de son unité. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a besoin d'être encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et cette unité-là, il n'y a que nous, Africains, pour la faire. Personne ne viendra faire l'unité de l'Afrique à la place des Africains. Et donc, le moment est venu pour les citoyens, pour les dirigeants, d'implémenter cela. Nous l'avons suffisamment dit, il faut passer à l'action. Ça fait plus de 60 ans que nous parlons, agissons. Bâtissons les synergies, faisons que la ZLECAf ne soit pas un EHPAD bis, c'est-à-dire quelque chose qui restera un projet et peut-être une coquille vide uniquement.
Faisons que, sur les questions d'énergie par exemple, si on peut arriver à faire en sorte que le barrage en RDC qui est en train d'être construit devienne véritablement le pourvoyeur d'énergie de toute l'Afrique subsaharienne, qu'il en soit ainsi. Si nous pouvons arriver à faire en sorte que Lomé, qui est aujourd'hui un véritable hub en matière de transport aérien, en matière de transport maritime, que cela soit consolidé, faisons-le. Et s'il y a d'autres pôles qui peuvent être développés, développons-les, mais ne les développons pas dans la concurrence. Développons-les dans la complémentarité afin que la richesse qui sera produite profite aux Africains, profite au développement du continent africain. Et je pense que c'est ça le message le plus important. L'humilité dans le fait que, en nous alliant, nous devenons plus forts, mais l'ambition également affirmée de faire du continent africain un continent qui compte sur la scène internationale. Le panafricanisme est peut-être né à l'extérieur du continent, mais il est né dans l'esprit et dans l'action des Africains. Même s'ils avaient été déportés, ils sont restés africains. Et c'est pas parce que nous ne l'avons pas porté sur le continent que nous devons lui tourner le dos. Au contraire, nous devons nous associer avec tous ces enfants d'Afrique parce que nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Nous sommes tous héritiers de ces traditions-là et nous sommes tous héritiers de cette dignité que nous devons transmettre à nos descendants. Merci. Et nous continuons toujours avec le discours du président du Conseil. C'était le discours inaugural de ce 9e congrès panafricain. Alors, il a dit, je cite, nous devons avoir nos propres leviers d'action et de mobilisation de nos propres ressources africaines, car le progrès viendra de nos entreprises, de nos matières premières, de notre jeunesse, de la diaspora, des afrodescendants. Alors, professeur Nyamsi, comment comprenez-vous cette alerte du président Faure Gnassingbé qui voudrait qu'on pense que l'Africain d'aujourd'hui, dans un monde qui se bâtit demain, soit d'abord à même de compter sur lui-même et sur ses propres ressources? C'est une alerte qui est absolument de bon sens, elle est légitime. Il est impossible qu'on conçoive le progrès de l'Afrique sans la maîtrise des questions sécuritaires, économiques, sans la maîtrise des questions écologiques, géopolitiques et géostratégiques dans lesquelles nous sommes nécessairement, en effet, engagés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à ce panafricanisme orienté justement sur la perspective macroscopique, il faut ajouter un panafricanisme de la proximité. Donc, avec un soin pris à l'entretien de nos peuples dans des états de droit, un soin pris au respect des libertés constitutionnelles, un soin pris aux aspirations réelles de nos propres populations. Nous ne pourrons pas propulser le panafricanisme comme idéologie de libération continentale si nous n'avons pas dans cette proximité. La proximité, c'est l'hôpital, c'est l'école, c'est le marché, c'est la prison, c'est le tribunal. Si dans ces lieux de vulnérabilité, nos pays ne progressent pas dans le respect de leur propre population, il nous sera difficile, de manière collective, d'impulser un changement continental. Et donc, pour moi, la perspective macroscopique, la macro-analyse que le président du Conseil togolais a faite, doit être complétée par une perspective microscopique. Regarder le quotidien de nos peuples dans ces 5 lieux que j'ai cités est extrêmement important pour que le panafricanisme entre dans la vie quotidienne des gens. En tant qu'Africain, est-ce que je suis respecté dans mon pays natal? Est-ce que mes droits sont protégés dans mon pays natal? C'est une condition essentielle pour que je puisse revendiquer ma libération au-delà de mon pays natal, au-delà de la nation dans laquelle je vis. Il faut donc qu'on complète cette vision panafricaine macroscopique par une vision panafricaine microscopique, donc le soin pris aux personnes réelles, à la vulnérabilité de proximité. Si nous pouvions provoquer des synergies dans ce plan microscopique de la proximité des peuples, des personnes, des souffrants, à l'hôpital, dans la prison, au tribunal, à l'école, au marché, si on peut avoir autant d'intérêt pour ces personnes qu'on a de l'intérêt maintenant pour les questions géopolitiques du panafricanisme, nous allons avoir un changement qualitatif extraordinaire sur notre continent. Merci à vous. Et une autre question, rapidement, avant de conclure sur ce plateau. Je l'adresse à vous, Louis. Alors, le président Faure Gnassingbé dit l'ordre international se recompose et l'Africain doit arriver
pour redéfinir les contours de cette recomposition en y introduisant son propre intérêt, en y construisant ses propres centres d'intérêt. Vous, quand vous entendez cela, est-ce que pour vous, au sortir de ces travaux, à quoi est-ce qu'on pourrait tendre si on veut satisfaire à cette vision du président Faure Gnassingbé sur cette question principalement? Vous savez, nous avons dans notre sagesse populaire quelque chose qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Et ça, c'est un fait incontestable. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, où que vous soyez, quand vous êtes la main qui reçoit, vous êtes en dessous de la main qui donne. Et l'une des questions aujourd'hui qui handicape le développement du continent africain est la question de la dette et la question du financement du développement. Vous voulez financer votre développement, on regarde l'état de votre endettement et on vous dit c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir un peu plus d'argent parce que vous avez déjà trop de dettes. Vous voulez rembourser les dettes, cela vous oblige à mettre au point mort un certain nombre de projets sociaux. Franklin les rappelait, entretenir les hôpitaux, envoyer les enfants à l'école, soigner les gens dans les prisons et autres. Vous n'êtes pas capable de financer tout cela parce que dès que vous avez 2 points de croissance, 1,5 point de votre croissance est revendiqué par ceux qui vous ont prêté de l'argent et vous devez les payer. Donc la question aujourd'hui est de savoir comment on fait pour que l'Afrique finance elle-même son développement. Et ce développement, il peut être financé, y compris sur le plan national. Nous avons aujourd'hui beaucoup de fonds souverains africains qui sont capables de financer notre développement. Mais parce que les sources de financement sont majoritairement situées à l'extérieur et que les critères à travers lesquels on accorde les crédits sont des critères très contraignants pour nos États, on arrive à des États, à des situations dans lesquelles nos pays sont pris entre le marteau et l'enclume. Est-ce que je rembourse la dette ou alors est-ce que je continue de financer mon développement? Ce n'est pas normal de se retrouver dans ces situations-là. Parce que quand vous êtes un pays comme la France, par exemple, ou les États-Unis, vous avez un problème, vous allez à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, vous demandez un droit de tirage spécial, vous êtes capable de financer votre dette. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes africain, où vous allez pour trouver de l'argent frais, trouver de l'oxygène pour continuer à exister, à rembourser vos créanciers et à financer les emplois sur votre territoire, à construire des hôpitaux, à construire des écoles et à exister simplement en tant qu'État capable même de défendre sa sécurité et son intégrité territoriale. Donc il est important que l'Afrique aujourd'hui trouve des sources de financement qui feront que ce que Singapour par exemple a réussi soit possible sur le continent africain. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que, même sans richesse naturelle énorme, on utilise des éléments de valeur, l'éducation notamment, pour donner à penser aux enfants que si vous travaillez dur à l'école, si vous travaillez dur tout simplement, votre avenir va changer. De sorte que vous naissez par exemple dans une famille de pêcheurs, vous naissez dans une famille d'agriculteurs, vous ne vous dites pas que l'avenir pour vous, le seul horizon que vous avez, c'est celui de l'agriculture ou de la pêche. Que vous serez capable un jour peut-être de produire un premier ministre, de produire un grand chef d'entreprise, de produire un chercheur, de produire tout ce qu'il est possible de devenir dans notre société. Et ça, c'est le défi auquel nous devons arriver en tant qu'Africains en nous appuyant notamment sur les acteurs économiques de notre continent. Quand j'entends Aliko Dangote se plaindre qu'il n'est pas capable d'aller dans plus de 2 pays africains sans présenter son visa, c'est un problème. Quand vous rencontrez aujourd'hui des hommes d'affaires au Cameroun qui vous disent qu'ils ne sont pas prioritaires dans les marchés publics de leur propre pays, c'est un problème. Comment on fabrique des champions dans ces conditions-là? Comment est-ce qu'on finance le développement? Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment on sécurise simplement la croissance de nos pays? Je pense que c'est à tout cela que fait appel le message du chef de l'État togolais et que nous devons continuer aujourd'hui de réfléchir sur la meilleure manière de faire en sorte, non pas de nous couper du reste du monde, mais de faire en sorte de compter sur nos propres forces pour nous développer et surtout sur notre solidarité. Merci à vous, professeur Franklin Nyamsi au Cameroun ou à Africa. Alors, on est en train de rentrer dans une très très longue série de travaux en commission et également de huis clos, si on peut le dire ainsi, parce que c'est aussi l'occasion pour les leaders panafricanistes de se rencontrer et de bâtir, pourquoi pas, des stratégies nouvelles. Alors, déclinez-nous un peu votre agenda. Il va se passer quoi? C'est 5 jours quand même. Ça dure 5 jours, ce 9e congrès panafricain. Vous, particulièrement, vous allez faire quoi pendant tout ce temps? Je suis venu écouter, voir, entendre, échanger, donner et recevoir.
J'ai délivré à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie il y a à peine quelques jours une conférence sur le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire. Cette conférence que j'ai préparée et qui aboutira à un ouvrage est le cœur de l'intervention que je donnerai en session à l'occasion de ce congrès panafricaniste. À côté de cela, je vais participer à toutes les plateformes de discussion de ce congrès pour profiter de ce que les panafricanistes venus du monde entier ont à dire, vraiment nourrir littéralement comme une éponge mon cerveau de l'originalité de chacun, afin par la suite de pouvoir tracer sans doute davantage de perspectives fécondes dans ma propre réflexion. D'abord de chercheurs attachés à la civilisation négro-africaine, d'intellectuels engagés pour l'émancipation totale du continent, sur la base du quadruple programme de l'Afrique des libertés, libération totale du sol africain de son occupation par les troupes néocolonialistes étrangères, fin de la monnaie coloniale et néocoloniale du franc CFA, fin de l'ingérence des puissances néocolonialistes et impérialistes dans la désignation des dirigeants sur notre continent et recentrement sur la civilisation négro-africaine comme source d'inspiration de nos modèles politiques, nos modèles économiques, nos modèles culturels, de nos modèles d'avenir. Donc, je viens avec ce programme, qui est mon programme de travail traditionnel, mais je viens me nourrir de ce que les uns et les autres ont fait. Parce que le panafricanisme est un foisonnement. À partir d'une idée fondamentale, celle de l'émancipation des Africains sur tous les continents, nous en avons des applications variées, à partir d'expériences variées. Cette rencontre est un nourrissoir. Je crée ce néologisme. Cette rencontre est un nourrissoir de l'esprit. C'est un lieu où on vient entendre des sonorités auxquelles on n'a pas pensé. Et nous devons ici faire l'effort humble d'écouter, d'apprendre, de nous efforcer de comprendre pour pouvoir nous-mêmes mieux rendre service à notre continent, là où le destin nous mène. Alors, par ailleurs, pour moi, la terre africaine a une saveur particulière. C'est quand même d'abord le berceau de l'humanité. Chaque fois que j'y reviens, moi qui suis, comme vous le savez, exposé sur le front occidental aux persécutions du néocolonialisme, chaque fois que je reviens en Afrique, il y a comme un ressourcement sacré. J'ai un rapport de piété à cette terre de nos ancêtres et j'aimerais que cette sacralité de l'Afrique devienne tellement partagée que nous soyons attachés à ce que dans chacun de nos pays africains, les Africains que nous sommes soient respectés. Ma théorie, c'est qu'il y a 5 lieux qui doivent être exemplaires, impeccables dans toute l'Afrique. La prison, il ne doit y avoir que ceux qui méritent d'y être. Nous ne devons pas avoir ceux qui ne méritent pas d'être emprisonnés en prison. Parce que si nous le faisons, nous ne sommes pas respectés dans le monde, nous les Africains. L'hôpital, nous devons avoir les meilleures conditions de soins pour ceux qui sont malades. Parce que nous sommes potentiellement ceux qui sont malades. La vulnérabilité doit être combattue. L'école, nous devons donner la meilleure formation possible à toutes les générations africaines. Car des cerveaux bien formés sont la garantie d'un progrès social durable. Le tribunal ne doit s'y retrouver que ceux qui ont violé les lois, non pas ceux avec lesquels on veut régler des comptes pour des intérêts limités dans le temps et dans l'espace et qui se retournent finalement en misère africaine. Et je dis, le marché. Nous devons nous demander si ceux qui nous entourent, dans tous les pays africains où nous sommes, peuvent manger 3 fois par jour. Et si c'est normal qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas se nourrir, se soigner, se loger, se former, alors par ailleurs que nous avons le continent le plus riche potentiellement de cette planète. Enfin, il y a la frontière. Comment nous acceptons-nous? Comment nous traitons-nous, nous, Africains en Afrique? Est-ce que l'Africain en Afrique est chez lui partout? Quel est l'état de notre législation nationale? Est-ce que nous circulons librement en Afrique pour pouvoir revendiquer la dignité des Africains contre l'Occident, contre l'Amérique, contre le Moyen-Orient? Il faudrait que la circulation des personnes chez nous soit exemplaire. Moi, je suis très attentif à cette politique de proximité et je suis venu apprendre ce que les uns et les autres en disent. Mais il y a quelque chose qui me marque dans ce congrès, c'est qu'on y voit en effet toutes les sensibilités du panafricanisme qui vont pouvoir s'exprimer. C'est un congrès vraiment qui est l'occasion pour chacun de savoir où les autres en sont.
Parce que, en fait, le panafricanisme était un foisonnement. Il y a eu un panafricanisme révolutionnaire, il y a eu un panafricanisme libéral, on parle de pragmatisme panafricaniste, on parle de panafricanisme traditionnaliste. Il faut que chacun d'entre nous sache à l'occasion de ce congrès où il en est. Pour lui, quel est le chemin qui nous rassemble le plus? Et c'est pour cela que je suis venu. Vous avez dû entendre, Guy Mfondop, certaines voix se lever pour intimider les Africaines et les Africains qui sont venus ici se parler. Dites-moi, là où il y a Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, adulé par tous les Africains, là où il y a Bakary Yahou Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères, là où il y a Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Affaires étrangères, là où il y a des représentants du Brésil, de la Colombie, au plus haut niveau, qui viennent parler, dites-moi, et de toutes les Caraïbes, les Antillais présents, les Nord-Américains présents, là où tout ce monde-là est, qui es-tu pour dire qu'un panafricaniste ne doit pas y être? Donc, je suis particulièrement fier d'avoir relevé le défi de la solidarité envers le peuple africain du Togo, envers les panafricanistes de tous les horizons, en venant ici participer et apporter mes modestes lumières à ces travaux. Je ne vais pas m'ennuyer. Je suis venu avec mon livre phare de l'année, Guy Mfondop, L'impérial terrorisme. Et dès que j'en aurai l'occasion, je vous le dirai, on pourra en faire une dédicace à Lomé, comme j'en ai fait une à Bamako, à Niamey et comme j'en ai fait une à Ouagadougou récemment. L'impérial terrorisme, c'est un livre à lire parce que le Togo est confronté au terrorisme impérial. Toute la partie nord du Togo est attaquée, comme tous les autres pays africains, par des gens qui se sont déguisés derrière un soi-disant djihadisme pour en réalité réaliser un agenda de domination, redomination du continent en faveur des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Je tiens à partager les idées de ce livre qui marche du tonnerre avec les Africains de la place du Togo, les Africaines de la place du Togo, et je suis fier d'être là, en votre compagnie à tous. Merci beaucoup à vous, professeur Franklin Nyamsi. Et rappelez, quand on parle des présences ici à Lomé, il faut noter celle de la vice-présidente de la Colombie, son Excellence Francia Elena Marquez, qui est présente. On a également les représentants des mouvements noirs des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Tout le monde est là, toutes les communautés noires sont représentées dans leur composition. Rappelez que les pré-congrès, la période de préparation de ce congrès a été une période assez chargée, avec notamment des pré-congrès sous-régionaux. Pour l'Afrique australe, c'était en Afrique du Sud. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'était au Mali. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, autant pour moi, c'était au Brésil. Et on a fait donc le tour. Et les associations, les quelques 200 délégations qui sont présentes ici à Lomé sont sorties de ces différentes rencontres et actuellement sont en train d'échanger ici sur place pour accorder les violons, comme le disait d'ailleurs le professeur Franklin Nyamsi, autour de ce que sera le panafricanisme de demain. Oui, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je ne peux pas partir de ce plateau sans saluer Afrique Média. Afrique Média qui, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on pense, est au cœur de la promotion de l'émancipation de notre continent. Je félicite ce média. Et je félicite tous les autres médias de la place de Lomé qui sont rassemblés autour de cet événement parce que vous jouez un rôle essentiel dans la circulation des énergies symboliques de libération du continent. Alors, nous tenons tout particulièrement à Afrique Média, d'autant plus que nous avons vu que cette formidable chaîne panafricaine, à un moment donné, est devenue la cible des impérialistes, des néocolonialistes. Ce qui est la preuve que vous menez, Guy Mfondop, avec tous vos collaborateurs, tous vos collègues, le bon combat. Donc, longue vie à Afrique Média, la télévision panafricaine, et puisse émerger sur le modèle d'Afrique Média dans tous les domaines des médias de combat comme le vôtre. C'est ce que je voulais ajouter. Félicitations. Voilà. Partage la vidéo et puis abonne-toi.